Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Questions de sport, votre émission de débat sur des questions sportives. Aujourd'hui, on fait la part belle à la balle orange, le basketball camerounais en long et en large ce soir. Et nous avons 4 invités pour en parler ce soir. Le tout premier, c'est un journaliste de sport, Charles Douglas Demba. Bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les téléspectateurs de et merci pour l'invitation à la question de sport. Ouais, c'est votre première, on espère que vous allez essayer de tenir la dragée haute ce soir. Mais avec vous, j'entre une fois dans l'actualité. Il y a quelques heures, donc 24 heures à peu près, les Lions indomptables ont livré un match amical de plus du côté de l'Espagne face à Murcia, ou Murcie en quelque sorte, un club de première division, en vue de la Coupe du Monde en France 2019, un match de préparation en plus et une large victoire, 8-0. Votre commentaire sur cette nouvelle sortie des Lions indomptables? On va voir quelques images qui nous sont arrivées d'Espagne avec quelques buts inscrits par Michael Ayabam qui a signé un triplé et Chouk Adjara également qui a marqué un but dans ce match. C'est une bonne chose au niveau du capital confiance que ces filles l'emportent maintenant. Sur le plan du jeu, qu'est-ce que le coach recherchait? On n'a toujours pas eu le tandem d'attaque qu'on a souvent eu avec Gabriel Abou-Diongene, Gaël Deborenganamut. Ça reste une grosse inquiétude. Elle qui a rejoint la tanière au même moment que Abou-Diongene, mais elle n'est pas toujours sur le terrain. On se demande bien si elle est vraiment en forme, elle peut disputer une rencontre. Parce que sur ce match amical contre le Real de Murcie, c'était une équipe espagnole, un club espagnol dépourvu de ses meilleures joueuses parce que partie en sélection aussi. Donc cette victoire, qu'elle ne rende pas euphorique les supporters des Lions indomptables, il faut rester vraiment prudent, mais c'est bien pour le capital confiance. Sur le jeu, je crois que les Lions auraient gagné à avoir des adversaires un peu plus huppés. À l'image, on a l'un des buts de Michael Ayabam, une grosse frappe. C'est son style de jeu, c'est une de ses qualités. Alors, Michael Ayabam, pour certains, ce sera une révélation. Et pourtant, ce n'est pas une si jeune joueuse que ça. C'est une fille qui a la confiance pour elle. La dernière Coupe d'Afrique des Nations, elle a eu quelques soucis pour jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Maintenant que tout semble rentrer dans l'ordre et qu'elle est en train de tout faire, elle de son côté, sur le terrain, pour gagner sa place de titulaire dans ce mondial, parce que c'est là que ça se joue, je crois que il faudrait que le coach lui donne sa chance. Et avec elle, on peut voir de très belles choses en attaque. S'il arrive qu'on ne le souhaite pas, qu'elle pallie à l'absence d'une des joueuses qui nous a habitués à être titulaires. Ouais, on rappelle que c'est ce match face à Murcie, victoire 8-0. Et il y a 4 jours, il y avait une victoire 4-0 face à notre club, je crois, Levante, oui, Levante. Championnat espagnol. Et puis, bien avant, il y avait donc cette lourde défaite dans la comparaison, Levante, c'est une équipe un peu plus sérieuse que le Real de Murcie, puisqu'elle a terminé 3e du championnat de première division en Espagne. Ouais, on reste toujours avec nos Lions, mais on prend un autre invité, toujours à ma gauche, à côté de vous. C'est un manager de club de basketball, Flux Academy de Douala, Martial Yudom. Bonsoir. Bonsoir à tout le panel, bonsoir aux téléspectateurs. Ouais, avant tout, vous êtes sportif. Donc, forcément, l'actualité des Lions indomptables du football vous parle aussi. Vous suivez de près cette formation, l'évolution de cette équipe? Et comment pas? Nos Lions sont en train de se préparer. C'est vrai que je ne suis pas de près les différents matchs qu'elles livrent parce que je n'ai pas la possibilité sur les différents canaux d'avoir le lien. Mais je suis cette équipe de près avec les différents renforts que nous avons et cette équipe se prépare plutôt bien. On espère qu'elles vont faire bonne figure et que le Cameroun sera valablement représenté. Autre invité ce soir, c'est le président de la Ligue régionale de basketball de la région du Centre, représentant une ligue décentralisée justement de la Fédération camerounaise de basket. Yves Tiala est avec nous. Bonsoir, président. Bonsoir, Marc. Bonsoir à tous les panels. Le 5 entrant, on dirait comme ça au basket. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de cette très belle émission. Avec vous, on va aborder les questions de basketball en profondeur avec son évolution au Cameroun. Le dernier invité sur cette table de questions de sport, c'est Yves Lionel Ngounou, ancien basketteur professionnel aujourd'hui qui est un
manager et autres, qui reste toujours tout près des parquets. Bonsoir Yves-Lionel Ngoudou. Bonsoir Marc, bonsoir à tous nos panélistes, bonsoir à nos chers téléspectateurs. C'est un plaisir de revenir sur le plateau de Canal 2 après quelques années avec Samedi Sport et avec vous également. J'espère qu'on aura 90 minutes de débat enrichissant pour nos téléspectateurs. Et justement, 90 minutes donc pour cette édition de Questions de sport. On prend le facteur X de ce soir, on revient avec ce facteur X puisque la semaine dernière, on évoquait cette gifle du joueur Marc Oubon, le joueur de Kondo de Yaoundé, équipe championne du Cameroun en basketball masculin, justement à l'image. On revoit, on se plaignait et autres, la violence du geste. On demandait des sanctions à gauche et à droite si la Fédération camerounaise de basketball allait réagir. Finalement, une sanction est tombée signée du secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball, Kaminjo Ekiti, et la sanction est sans appel. Radiation à vie pour Marc Oubon, qui est un international camerounais. Yves Tala, votre réaction après cette sanction, comment est-ce que vous avez perçu cela du point de vue d'abord en tant que président, responsable de ligue et également membre de la Fédération camerounaise de basketball? Bon, je crois que tout le monde était unanime qu'il faille une sanction parce que le geste ignoble, c'est quelque chose qu'on ne doit pas retrouver sur les terrains de basketball. Ça, il faut que ce soit clair. Maintenant, quel type de sanction, c'est un peu là qu'il fallait discuter. Et donc, il y a une commission, la commission technique, elle est compétente pour pouvoir se saisir de ce type d'affaires. Ça a été fait et puis le verdict est rendu. Donc, après, c'est difficile de commenter parce que la commission technique a toujours des éléments d'informations que nous n'avons pas, notamment sur les rapports, voilà, les rapports, le certificat médical, tous ces éléments. Mais après, il y a aussi les possibilités de recours qui sont offertes, notamment internes, parce qu'il y a un recours possible auprès du bureau directeur de la fédération. Et après, si il n'est pas satisfait, il peut aller plus haut. Mais déjà, il y a des recours internes qui existent et je pense qu'il est dans la perspective d'effectuer un recours pour qu'on puisse revoir, pourquoi pas, cette sanction-là. Donc, on estime que cette sanction est trop lourde, elle n'est pas proportionnelle à la faute. C'est votre cas également, Yves-Lionel Ngoudou? Oui, comme l'a dit le président Yves Tala, mon homonyme. Je pense que la sanction est exagérée. Je le parle en tant qu'ancien joueur. Donc du coup, je me mets un peu dans la peau du joueur, et également dans la peau d'un dirigeant, dans la peau d'un éducateur. Et on sait tous que le joueur Marc Oubon, en plus de son statut de joueur pendant une vingtaine d'années ici au Cameroun, est également un éducateur formé à l'INJS, Institut National de la Jeunesse et des Sports. Et leur option basket en plus. Et le radier, c'est carrément l'écarter de tous les terrains. C'est l'écarter de la formation, c'est de l'écarter de tout. Et on sait tous que ce pays, ce sport a besoin de personnes comme lui, de personnes passionnées, de personnes éduquées, de personnes engagées. Et je ne pense pas qu'on devrait le juger seulement sur cet acte, qui est un acte qu'il n'a jamais eu à commettre au préalable. Parce qu'on peut le dire, c'est un joueur exemplaire. Et même le secrétaire général de la fédération, dans son rapport, a bien précisé que c'était un joueur exemplaire, un joueur calme, et qui n'avait jamais eu à avoir ce genre de trucs auparavant. Donc, pour revenir à la question, la sanction est exagérée. J'aurais bien aimé, ou alors j'aurais souhaité que ce soit sur un certain nombre d'années, 3, 4, ou alors au trop 5 ans, mais pas quand même une radiation de toutes les activités de la fédération. Martial Yudom, vous êtes manager, vous êtes formateur de joueurs. Comment est-ce qu'on encaisse cela? C'est envoyer carrément ce joueur à la retraite? Oui, c'est envoyer ce joueur à la retraite, mais moi, je ne voudrais pas rester sur la sanction, sur l'acte. Moi, je voudrais rester sur les leçons. Et, pour moi, il est hors de question qu'un joueur touche l'arbitre. Je ne voudrais pas commenter là-dessus. C'est pour ça que, quelle que soit la sanction, pour moi, ce qui est sûr, il doit être sanctionné. Et maintenant, en regardant l'action, en analysant l'action, l'arbitre n'a pas sifflé, mais il avait la possibilité de récupérer son ballon. Ça, c'est de 1. De 2, l'arbitre
voit le joueur venir vers lui pour se plaindre. Et l'arbitre avance pour donner une faute technique, pour moi, qui est un peu comme une sorte d'agression. Et j'ai tendance à dire que là, l'arbitre a provoqué le gars. Je ne veux pas justifier l'acte, mais sur ce qui s'est passé, on doit se demander comment est organisé notre basket. Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça n'arrive pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas? Et là, je pense que ce sont les questions sur lesquelles la Fédération camerounaise de basket doit se pencher pour éviter ce genre d'actes. Cher Douglas Demba, vous qui suivez habituellement le championnat national de basketball, certaines voix se sont écriées en disant qu'il y avait d'autres faits de cette sorte, peut-être pas une gifle, mais d'autres faits marquants dans ce championnat, d'autres fautes commises par des joueurs, mais que la fédération n'a pas su statuer sur ces cas. C'est parce que celui-ci a été trop médiatisé que la fédération s'en est saisie. Est-ce que vous le pensez aussi? Bon, on peut voir la chose de cette façon-là, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour prendre ses responsabilités pour que les choses changent. Sur l'acte posé par le joueur, tout le monde est d'accord que le joueur ne devrait pas poser l'acte. Maintenant, dire que la sanction est lourde, moi je pense que la fédération a pris ses responsabilités, comme tout le monde a voulu que la fédération prenne ses responsabilités. Maintenant, si le joueur est suspendu à vie, je crois qu'il peut faire appel. Et surtout que dans les rapports, pour nous qui avons un tout petit peu investigué, on se rend bien compte que celui qui, à l'image, est victime, lorsque vous lui demandez ce qui s'est passé, il ne répond pas. Il dit, mon avocat va parler pour moi. Donc, pour lui, et pourtant on a suivi qu'après le match, il y a eu des excuses du joueur, que les deux ont échangé. Donc, et que ce qui a été rapporté, c'est que l'arbitre, le concerné, la victime, a accepté les excuses du joueur. Maintenant, je m'interroge, mais comment est-ce que désormais il ne peut pas parler pour, par exemple, dire non, c'est un incident, c'est passé, le joueur m'a présenté les excuses. Il demande à ce qu'on s'adresse à son avocat. Je crois que les rapports qui sont arrivés au niveau de la commission technique, au niveau de la fédération, sont des rapports qui, je le pense, sans les avoir vus, qui accablent fortement le joueur. Maintenant, sur la sanction à vie. Elle est proportionnelle, elle est disproportionnelle? Non, je pense qu'elle est proportionnelle. C'est pour envoyer, ça n'a rien de personnel, c'est pour envoyer un signal fort aux acteurs du basketball. Maintenant, si le joueur veut, parce qu'il est en train de multiplier des lettres d'excuses, il fait appel, là la fédération va dire, ok, le joueur est en train de reconnaître son tort, on peut voir comment on peut juger l'affaire et lui donner 3 ans de suspension ou 2 ans. Mais je crois que la fédération a pris ses responsabilités, comme tout le monde au préalable a souhaité. Malheureusement, la sanction et le joueur, il s'est un peu emporté. Et quand on parle tout à l'heure sur l'action, je n'étais pas très d'accord avec le coach. Parce que quand on fait faute, tout le monde voit bien qu'il y a faute sur le jeu d'Iao, sur Obung. Après, derrière, l'arbitre ne siffle pas. Il s'avance vers l'arbitre, il commence, avant même d'effectuer le geste, il commence à hurler auprès de l'arbitre. J'ai vu en NBA et d'autres en Pro A, des joueurs prendre des techniques pour moins que ça. Vraiment pour moins que ça. Donc dire que l'arbitre l'a un peu provoqué, vraiment je ne suis pas d'accord. Ouais. Alors, Yves Tchala, est-ce qu'au niveau de la Fédération camerounaise de basketball, cette sanction est statutaire? Une radiation à vie pour avoir touché un arbitre, est-ce que c'est prévu par les tests? Oui, donc il y a un débat juridique, mais je pense que l'article 44 des règlements généraux est quand même assez clair. Parce qu'il y a le débat sur la borne inférieure et la borne supérieure. Alors on dit, en cas de violation, en cas de violence envers un officiel, ok, alors vous pouvez encourir une condamnation d'au moins 24 mois, ok. Et puis donc on fixe la borne inférieure, mais on laisse la marge sur la borne supérieure. Et pourtant dans la suite de l'article, on parle bien maintenant dans le cas de violences en présence des médias. Là ici on prévoit bien la borne supérieure. Donc l'interprétation juridique c'est que on se dit que même si la borne supérieure n'est pas définie, quand on dit au moins 24 mois, ça veut dire qu'on peut aller, n'est-ce pas, jusqu'à
une radiation à vie. En fait, moi, c'est l'interprétation que la commission en a faite. Maintenant, il y a d'autres qui ont d'autres interprétations pour dire que pourquoi sur la suite, on a précisé qu'en présence des médias, on peut aller jusqu'à la radiation à vie et que là, à ce niveau, si on dit au moins 24 mois, est-ce que ça veut dire que finalement on doit aller jusqu'à une suspension à vie? C'est un débat, il y a des interprétations, mais cette interprétation est possible. On peut dire au moins 24 mois et aller sur le plan sportif jusqu'à une radiation à vie. Juste un truc un peu, c'est que la précision de présence des médias ou pas présence des médias, forcément, c'est une vidéo, doit forcément être couvert dans la logique. On doit oui, mais les médias ici, dans l'idée de médias, je crois, c'est accréditer officiellement des médias pour... Parce que là, c'est une vidéo amateur de quelqu'un qui assiste à l'événement qu'on a récupéré et qui tourne. Mais est-ce qu'il y avait des médias officiellement accrédités par la fédération pour cet événement? Oui, en fait, si je comprends bien, s'il n'y avait jamais eu cette vidéo, le joueur n'allait pas avoir la suspension qui... Bien qu'il ait giflé l'arbitre. En fait, c'est ce qu'on est en train de vouloir nous faire comprendre. Et c'est là où il y a le problème. Parce que la prochaine fois qu'un joueur va gifler un arbitre, nous ne souhaitons pas que cela arrive. Ce sont des choses qui arrivent tous les 2, 3, 4 ans. Mais si jamais cela arrivait encore, et que la vidéo ne fasse pas le tour de la planète comme celle-ci, est-ce que celle-là également aurait droit à une radiation ou seulement à une suspension de 5 ans? Mais je me réjouis déjà que Charles Douglas ait dit qu'il y avait effectivement faute sur le joueur Yao. Une grossière faute en plus. Parce que c'est justement la cause qui a entraîné cet effet-là. Il ne faudrait pas qu'on oublie. Donc on peut également analyser le match de l'arbitre aussi. De cause à effet. L'arbitre qui n'a pas sifflé cette faute, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, on dit tout le monde est faillible, on commet tous des erreurs, on peut rater un lay-up. Mais également, il faudrait qu'on prenne en considération la tension du match, l'adrénaline, un certain nombre de choses. Et c'est un peu tout cela qui a conduit à cela. Nous condamnons l'acte et nous continuons de le condamner. Mais une fois de plus, je pense que la sanction est hyper sévère. Mais si tous les joueurs devaient mettre la main sur les arbitres parce que l'arbitre n'a pas sifflé, même en NBA, on n'aurait plus de match. D'accord. En tous les cas, ce qu'on retient, c'est que Marc Aubon peut faire appel. Absolument. Et il fera appel. Moi, je ne comprends pas comment, pour une décision aussi importante, que quelques personnes se soient réunies, que la commission technique n'existe pas, mais que les sanctions sont prises et signées par le secrétaire général. Je me demande si le président de la commission technique a bien joué son rôle. Je me demande pourquoi il n'y a pas une communication tout autour de cette affaire, que la fédération reste aussi silencieuse. Parce qu'on a essayé quand même de joindre certains hauts dirigeants de la fédération. Donc nous souhaitons, et nous, entraîneurs, nous avons le sentiment aujourd'hui que, et c'est ce qui s'est passé, parce qu'il faut dire que ce soit Yao, que ce soit M. Tsabou, ce sont des entraîneurs. Nous avons le sentiment aujourd'hui, nous les entraîneurs, que le basket est confisqué par les arbitres. Et donc nous souhaitons qu'il y ait effectivement une commission technique qui va venir réguler un peu tout ça, va permettre aux entraîneurs, aux joueurs et que tout le monde soit mis au même niveau. Pas que ce sont les arbitres qui sont dessus, qui prennent toutes les décisions. Et que nous les entraîneurs, nous soyons juste en train de suivre. N'oublions pas que lorsqu'on parle de basket, on parle d'abord d'équipe, on parle d'entraîneur, on parle de joueurs, avant même de parler d'officiel. D'accord. Nous avons un peu dévancé sur le thème de ce soir. Et justement, même la réalisation nous a dévancé puisque le thème est déjà à l'écran, mais on va faire une légère transition pour entrer justement dans ce thème. La Fédération camerounaise de basket, la problématique du championnat local, et nous y sommes en plein cœur avec ses nombreux manquements. A tout de suite. Le championnat national de basketball, messieurs et même dames aussi, sur l'étendue du territoire camerounais. Cette problématique est sur la table de questions de sport ce soir, avec quelques images justement du championnat comme ça se passe au Cameroun. On va revenir sur cette question, messieurs les experts, ce soir. Alors, la première remarque, c'est que ce championnat organisé par la Fédération camerounaise de basketball n'est pas assez médiatisé. C'est quoi le problème, Yves Tsala? Je pense que c'est un problème déjà à la base d'organisation. Il y a des commissions qui existent, mais est-ce que ces commissions sont fonctionnelles?
totalement, et je crois que c'est la base, parce que les derniers statuts justement de 2013 ont ajouté des commissions. À la commission marketing traditionnelle qui était déjà là, on a ajouté une commission communication, mais la commission communication n'a personne. Elle n'est pas animée. On avait même un porte-parole de la fédération qui n'est plus actif et qui est passé à d'autres choses que des choses sportives. Et donc, je crois que tout commence par là. L'animation, moi, quand je suis dans le forum avec les journalistes, je vois des personnes qui communiquent pour des fédérations, qui passent les relais. Quand il y a le cyclisme actuellement, on a un communicateur du cyclisme qui passe des communiqués. Quand il y a le nambudo, le judo, le volley, etc. Il y a, mais pour le basket, c'est vide et puis c'est chacun qui essaye de faire quelque chose. Qui communique d'abord, qui est le point focal de communication? Moi, je vois quand il y a un événement, les journalistes sont un peu embrouillés, ils appellent un peu tout le monde. Il faut déjà commencer par là. Ensuite, cette personne peut appeler des membres dans la commission et faire un plan d'action pour la communication de la fédération. Donc moi, je commencerai par là. Ouais. C'est vrai que vous êtes président de la Ligue régionale de basketball du centre. Oui. Et la façon dont votre ligue fonctionne, on a l'impression qu'elle est légèrement en marge de la fédération camerounaise de basketball, dans tous les cas de la fédérale. Pourquoi on a cette impression de vitesse d'un côté et de lenteur de l'autre? Bon, là, je suis peut-être mal placé pour apprécier. Il faut peut-être le regard extérieur, parce que j'ai le nez dans parlez le de votre bidon. ligue, parlez de votre ligue. Comment vous faites? Mais nous, comment on fait? On a des commissions. On a des commissions et puis le bureau directeur ne fait que superviser tout ça. On a une commission des officiels qui fonctionne bien, une commission sportive, une commission de communication, de logistique. Et chaque fois qu'il y a journée, même si je ne suis pas là, par exemple aujourd'hui, on a fait une très belle journée corpo. Je n'étais pas là, mais ça s'est très bien passé en temps réel. J'ai les rapports, il y a les scores qui sont mis, il y a des photos qui sont postées, il y a le relais qui est fait avec certains médias avec lesquels on travaille, qui pourront publier dans leur quotidien demain la journée, etc. Et après, ça devient un peu la routine. Nous, on a juste à superviser le travail des commissions qui est effectué. Charles Douglas, vous êtes journaliste de sport, vous suivez certainement le championnat national de basketball au Cameroun, que ce soit chez les dames ou chez les messieurs. Est-ce que vous faites la même appréciation que la majorité des journalistes sportifs ou bien des Camerounais lambda? On a l'impression qu'il n'y a pas de championnat de basketball au Cameroun parce que sur le plan de la communication, il y a ce gros problème quand même. Non, pas l'impression qu'il n'y a pas de championnat, l'impression qu'il n'y a pas de communication. Le championnat existe bel et bien, même si je suis d'avis avec ceux qui pensent qu'il faut revoir la formule de l'organisation même de notre championnat. Maintenant, au niveau de la communication, après, il ne faut pas tout jeter sur la fédération et même sur son organisation. Il faut également regarder la responsabilité de nous, hommes de médias. Aujourd'hui, sans faire une véritable recherche empirique, il n'y a pas beaucoup de journalistes de sport qui s'intéressent au basket. Ça participe aussi, c'est la conséquence peut-être des grands résultats qu'on n'a pas souvent eus avec le basketball masculin. Je préfère m'arrêter au masculin parce que les dames dernièrement, elles ont fait de belles prestations du côté de Yaoundé. C'est souvent ce grand résultat-là, préparé ou pas, à l'échelle internationale, qui impulse une dynamique dans tout le pays, et les parents qui commencent à laisser les enfants aller pratiquer cette discipline, et les hommes de médias qui se disent « Ok, on a une discipline qui... il y a des patrons qui sont promptes à sortir des sous pour envoyer des journalistes, pour des envoyés spéciaux lorsque l'équipe se déplace. » C'est toute une organisation qui est générée par le résultat de l'équipe Fagnon. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive au résultat de l'équipe Fagnon? Je crois qu'avec Yves Léon, on en a discuté plusieurs fois. Ça passe par des formations, ça passe par surtout au recrutement au plus bas niveau chez les jeunes. À partir de 2 ans, 3 ans, on peut déjà recruter un joueur de basketball. Donc, pour me résumer, il faut déjà qu'on ait ce résultat-là. Maintenant, si à défaut on n'a pas le résultat, il faudrait que, comme le président de la Ligue régionale du centre le disait Yves Tala, il faut absolument que la fédération se penche sur une communication et que les gens ne pensent plus qu'au basketball,
ça ne communique pas, la fédération est fermée. Nous qui travaillons pour nos médias respectifs, on a souvent eu, malheureusement, on n'a pas souvent eu l'information, mais on court vers la fédération pour dire, mais ça se passe comment, ça se passe comment. Dès qu'on a l'information, on l'aura disponible au grand public. Personnellement, moi, je suis largué en termes de suivi du championnat national de basketball au Cameroun. Personnellement, je suis largué. Je n'ai pas l'impression que la fédération avance vers les médias. Parce que par le passé, on courait beaucoup plus vers l'information. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de l'information et la communication, est-ce qu'on doit encore souffrir de la même manière? Est-ce que cette fédération ne doit pas essayer de revoir son système? Et en revenant justement sur l'organisation en lui-même du championnat, Martial Yudom, Condor de Yaoundé a terminé champion du Cameroun pour cette saison, qui succède donc à Béac de Yaoundé. Mais Béac de Yaoundé a disparu aujourd'hui, il n'était pas aligné pour ce championnat. Vous qui êtes manager de club, est-ce que la fédération camerounaise de basketball vous aide au quotidien? Comment est-ce que vous vous déployez pour aller livrer vos matchs de championnat? Ce sont les solutions personnelles, prime abord cru. Ce sont les solutions personnelles. Comment ça? C'est chaque équipe qui se débrouille pas mal que bien. La fédération s'occupe juste de l'organisation, de mettre les arbitres à disposition, s'occupe des arbitres, de louer les salles. C'est chaque équipe vraiment qui se débrouille. Et maintenant, il faut bien comprendre que ça, on parle du championnat d'élite. D'autres équipes, que ce soit les plus jeunes, des juniors, généralement, ce sont des personnes qui se battent en utilisant les différentes relations pour essayer de collecter de l'argent, ou les parents qui subviennent. Dans notre cas, le Flux Academy, ce sont les parents qui financent les différents déplacements. Donc, je vous avoue, ce n'est pas du tout facile. Marc, juste en 30 secondes. En parlant de communication, il y a un élément fondamental qui a disparu au niveau de la fédération. C'est la communication par affichage. Juste avant 2009, où les Lions ont fait le dernier gros résultat, avant, on avait des affiches un peu partout dans la ville, même s'il faut avouer que c'était des affiches qui étaient clandestinement affichées dans la ville, parce qu'on les retrouvait dans des endroits, mais surtout dans des coins stratégiques. À Bonamou, ça dit on joue au basket, si vous voulez, le 2-0 ou alors le bonbon. À Bonabéry, une fois qu'on affiche au niveau du rond-point, peu importe l'endroit, c'est tout le monde qui a l'information. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le championnat était très couru? Je pense aux époques de Cèdre, c'était vraiment couru. Et maintenant, ce qui a marché, on a tout juste enlevé ce qui faisait que ça marche. D'accord. En revenant sur l'organisation et la situation des clubs de basketball au Cameroun, Lionel Ngoulou, vous êtes ancien professionnel. Oui, vous êtes sûrement ancien président de club. Vous avez côtoyé ce championnat au Cameroun. C'est quoi une journée type de match pour un club camerounais de basketball? C'est quoi une journée type? Le jour où il y a un match, comment ça se passe? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas ce gros déploiement, que ce n'est pas un jour extraordinaire. On a l'impression qu'on tire la langue du début à la fin. Je vais prendre l'exemple de nous à Noné Basketball, parce que j'ai été présent et nous avons participé à ce championnat élite. Nous préparions les journées de championnat bien à l'avance. Par exemple, un mois à l'avance, avec les séances d'entraînement. Au début de la saison, le secrétaire général sortait déjà le programme des rencontres. Donc on sait que voilà, le match qu'on prépare contre Béac, on ne doit pas le faire de la même manière qu'on prépare un match contre Volcanic Warriors. Et je vous prends un simple exemple. Notre première saison en élite, lorsque nous devions jouer contre Volcanic Warriors, nous n'avions jamais joué à Boya. Donc nous nous sommes déplacés le week-end qui a précédé le regroupement élite pour aller à Boya nous acclimater avec le Moliko Stadium à Limbe. Donc nous avons joué là-bas, nous nous sommes entraînés là-bas et après nous sommes revenus sur Douala parce qu'il ne fallait pas que ce soit seulement la veille du match, un vendredi soir que nous arrivions à Boya pour pouvoir maintenant... Il fallait s'acclimater. Voilà, s'imprégner des installations. Normalement, une équipe devrait arriver en avance dans la ville, avoir des séances d'entraînement sur ces installations. Malheureusement, l'aspect amateur de notre championnat ne nous permet pas un certain nombre de choses parce que vous avez des joueurs qui fréquentent, vous avez des joueurs qui travaillent, vous avez parfois des équipes qui jouent samedi et qui arrivent le samedi matin
beaucoup plus pour des raisons logistiques, mais également pour des raisons financières. Parce que comme l'a dit Martial, ici à Douala par exemple, une équipe comme l'école de basket, vous avez des joueurs qui financent leurs propres déplacements et leurs propres hébergements. Donc quand vous avez un déplacement de ligue, vous jouez le samedi et le dimanche. Si vous arrivez vendredi, ça vous fait pratiquement 2-3 nuits en plus parce que vous n'êtes pas forcément sûr de rentrer dimanche soir. Il faudrait prévoir des moyens pour ça. Il faudrait prévoir des moyens pour la restauration, des moyens pour les déplacements parce que les hôtels ne sont pas toujours à proximité avec les stades. Donc cela demande un certain nombre de moyens. Et après 2, 3, 4 ans, quand vous faites cela, et puis après il n'y a pas de suivi, comme vous le dites, la communication ne suit pas, la médiatisation ne suit pas, il y a un certain lassement qui se crée et puis on tourne la page, quoi. Quand je vous écoute, j'ai peur de demander à Ichala, qui était un responsable d'un des membres de la Fédération camerounaise de basketball, si ces joueurs reçoivent des salaires. Parce qu'on sait que dans le cas du foot, vous savez, avec l'affaire des salaires impayés dans le championnat camerounais de football, mais là, au championnat camerounais de basketball, je pose la question, est-ce que ces joueurs ont des salaires? Est-ce qu'ils ont d'abord des salaires avant de savoir si c'est en régulier? Non, pas du tout. C'est clair que il n'y a pas d'équipe qui ait des joueurs qui soient salariés. C'est des primes de match qui sont là ou des primes d'entraînement, des diverses primes de cet acabit-là, mais pas de salaire à proprement parler. Donc, je crois qu'on est même plus dans un objectif, même pas encore de professionnalisation, mais de semi-professionnalisation d'abord, comme une étape qu'on pourra avoir à moyen terme. Avant de penser à la professionnalisation, parce que ça implique un certain nombre de choses. Et je crois que même au football, on a un peu forcé les choses avec la subvention et le reste, parce qu'il y a des modèles pour pouvoir organiser tout cela. Et ces modèles, c'est quoi? C'est clair, c'est net. Il faut que ça marche en termes d'infrastructure, il faut que ce soit clair en termes de sponsoring, de droits télé, de merchandising, et tout un ensemble d'éléments qui assurent des revenus stables au club. Le club lui-même étant bien structuré en termes d'organisation, de gouvernance, de tout le reste, pour que justement ces choses puissent être pérennes. Donc il faut travailler à mettre ça en place à la base et puis après que ça suive. Oui, en fait, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que Charles Douglas a dit tout à l'heure, quand on parlait de l'organisation des matchs par la fédération. C'est vrai, on ne devrait pas tout mettre entre les mains de la fédération. Je sais que quand une région reçoit une journée de championnat, par exemple la Ligue du Centre, c'est à elle que revient la responsabilité d'organiser ce week-end. Pareillement, quand Bafoussam, la région de l'Ouest, a reçu le championnat élite, il y a une banderole qui a été affichée dans la ville de Bafoussam par la Ligue régionale de l'Ouest. Mais, comme l'a dit Charles Douglas, il faudrait également qu'on pense à ces affaires d'affichage, parce qu'on sait que l'élite se joue une fois par mois. Donc nous avons 4 semaines et chaque région sait qu'elle reçoit une seule fois sur l'année. Donc franchement, chaque ligue régionale devrait pouvoir prendre sur elle l'affichage dans la ville afin de mieux faire passer la communication. Et justement, le processus ou l'organisation de ce championnat, la forme, c'est-à-dire qui fonctionne par regroupement, Martial Ludon, pour vous, est-ce que c'est la meilleure formule? Est-ce que cette formule-là peut permettre de donner un peu plus de visibilité et de moyens à ce championnat? Cette formule par regroupement, on joue aujourd'hui à Bafoussam, on se regroupe demain à Yaoundé et autres. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de centraliser tout cela et avoir peu de clubs pour un championnat d'élite et avoir des meilleurs joueurs et avoir des moyens suffisants pour les joueurs qu'on aura donc sur ce championnat-là? Bon, je pense que ce n'est pas, à mon avis, un problème de formule. Moi, je pense qu'il faut trouver une formule qui nous permettrait de jouer un maximum de matchs. Parce qu'il faut le dire, pour être champion du Cameroun, on joue une première phase à 7 matchs, une deuxième phase à 3 matchs, à 6 matchs. Donc pour être champion du Cameroun, il faut jouer 13 matchs. Ah, c'est très peu quand même. 13 matchs pour être champion du Cameroun, donc on doit jouer 13 matchs. Moi, je pense que voilà où il y a le problème. On peut maintenir la même formule, mais on multiplie les regroupements ou on fait une autre formule où on aura un minimum de 20 matchs, pourquoi pas. Est-ce que la fédération n'a pas choisi ce modèle parce qu'il n'y a pas de finances, qu'il y a un moyen de... Moi, je pense que le véritable problème qu'il y a au niveau de la fédération, c'est, comme on dit, c'est une fédération, que la fédération intéresse les gens.
Aujourd'hui, on n'a pas d'assemblée générale. L'assemblée générale est l'organe suprême qui regroupe un maximum de personnes où devraient sortir les grandes décisions du basket. Pourquoi on réunit un conseil d'administration qui regroupe quelques dirigeants pour prendre ces décisions-là et pour dire vrai, les acteurs ne sont pas véritablement représentés à ce conseil d'administration-là. Je pense que voilà où il y a le véritable problème. La Ligue du Centre, en début d'année, a fait une assemblée générale. C'est statutaire. C'est écrit dans les statuts. À chaque fin de saison, avant de commencer l'autre saison, il doit y avoir une assemblée générale pour les grandes orientations. Cette année, on a joué le championnat I-18 au deuxième trimestre, pendant les congés du deuxième trimestre. Je pense que vous ne pouvez pas laisser votre enfant qui prépare son BPC ou son examen prendre 2 semaines pour aller se distraire alors qu'il a un examen à préparer. Je pense que c'est là où la fédération pêche vraiment, parce que c'est en réalité 3 ou 4 personnes qui se réunissent et qui pensent notre basket, ce qui est très très insuffisant. Il faut associer tout le monde, il faut fédérer tout le monde pour la chose de basket. Et je pense que c'est ça qui pose aussi le problème de communication, parce que toutes les commissions au sein de la fédération existent. Mais peut-être centralisées. Sauf que ces commissions-là ne sont pas associées. Moi, je suis de la commission du mini-basket de la fédération. Nous ne sommes jamais réunis. La fédération ne nous a jamais appelé pour qu'on se réunisse, pour qu'on essaie de voir comment on va faire pour développer ce mini-basket-là. Pourquoi on ne veut pas associer les gens? Je pense qu'on va poser tous les problèmes, mais du moment où on ne veut pas associer, faire concerner tous les passionnés du basket, et je vous imagine, on ne devrait pas avoir de problème de finances au basket, parce que le basket est l'un des sports les plus riches du Cameroun en termes de relations. Charles, qu'on écoute ces témoignages, il n'y a pas de salaire, c'est un peu le sacerdoce. On a l'impression que c'est une affaire d'amoureux, que s'il n'y a pas ces amoureux du basket, il n'y aura pas de championnat local. Moi, j'allais dire une affaire de passionnés. Amoureux, c'est encore une moindre cher. Telles que les choses se présentent actuellement, on ne peut même pas parler de salaire chez les basketteurs. Vraiment, pour ce cas-là, même si c'est très compliqué en football, il y a quand même une avance, parce que là-bas, on parle déjà de salaire. Ça reste une affaire de passionnés. J'ai envie de dire, pour les amoureux du basket, ils vont m'excuser, c'est encore très embryonnaire au niveau du basketball. Maintenant, pour développer le championnat, oui, il y a des regroupements, mais il faut penser à ces jeunes qui arrivent très tôt avec un fort potentiel pour jouer à notre niveau ici à l'élite. Ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui sont scolarisés. Quand on fait des regroupements hors des périodes des congés de Noël, des regroupements hors des congés de Pâques, des regroupements hors des grandes vacances, ça porte un préjudice d'abord aux équipes. Et les parents ne pourront pas libérer les enfants qui jouent à école de basket, qui jouent à Condor, qui jouent à l'ancienne Béac pour aller disputer le championnat, tout simplement parce qu'il y a des examens, comme le coach le disait. La fédération doit, moi je pense, il faut faire des états généraux du basketball, associer vraiment toutes les strates qui concernent le basketball, les éducateurs, les arbitres, les présidents régionaux, tout le monde, pour pouvoir discuter de la chose basket, parce que pour avoir côtoyé et aller côtoyant tous les jours, je suis arrivé à un constat. Le basketball est le sport dans ce pays qui, sans calcul, hein, mais d'après mes discussions, qui regorge le plus de matière grise. Et si même le basketball dans ce pays veut avoir le financement, ce n'est pas ça qui va manquer, mais c'est le seul sport qui refuse, j'ai envie de le dire, qui refuse de se développer, contrairement aux autres sports où c'est un peu compliqué. Après, on ne va pas tout jeter sur la fédération, parce que quand on regarde, quel est le sport finalement qui fonctionne comme ça devrait être fonctionné? Il n'y en a aucun. On se bat au niveau de la ligue, au niveau de la fédération camerounaise de karaté, il y a des résultats probants. On se bat aussi au niveau du volleyball, où les dames ont réussi l'espoir d'être champion d'Afrique. Mis à part ces deux, bon, on va dire les lions indomptables aussi, mais mis à part ces victoires, entre guillemets, épisodiques, qui a une véritable organisation pour permettre l'essor des jeunes, pour permettre l'essor de sa discipline. Donc, il faut s'asseoir, pour me résumer, faire les états généraux du basketball avec tout le monde et trouver des solutions. On va terminer sur cette question pour ce premier thème. La question, vous pouvez voir à l'image, la question des infrastructures pour ce championnat local. Très souvent,
Bon, ça m'arrive de suivre le championnat national de basketball. Très souvent, il y a programmation et contre-programmation. Parfois, on vous dit le stade de l'école américaine de Bonapriso sera occupé. Là, même, il y a programmation contre programmation parce qu'on devait jouer la Coupe du Cameroun ce week-end. Ça a été délocalisé puisque ça devait se jouer au Palais des Sports. Mais malheureusement, il y aura les qualifications pour les Jeux africains de volleyball. De volleyball. Donc, je me dis que si on installe aussi au niveau de la fédération une vraie commission technique ou alors une commission de compétition, celle-là peut avoir un bon calendrier. Pas seulement son calendrier, mais le calendrier des sports, des autres disciplines aussi, pour pouvoir anticiper. Et justement, je parlais des infrastructures et entre en scène le ministère des Sports, que vous le vouliez ou non, les infrastructures sportives pour le championnat, il y a programmation contre programmation, on change de terrain comme on veut, on va chez des privés, comme l'école américaine de Bonapriso, ou de Bonanjo, lorsque ce n'est pas disponible, on décale parce qu'il y a des cours à gauche et à droite, au lycée des matchs, à Liberman, au collège Alfred Justement, c'est la remarque en dehors du palais des sports qui est déjà coûteux. Même le palais des sports, c'est un privé. Oui, le palais des sports qui est déjà assez coûteux. Est-ce que le ministère des Sports aide franchement cette fédération camerounaise de basketball pour l'essor de son championnat? Quand on regarde les infrastructures sur lesquelles ces joueurs du championnat local jouent, franchement, ça fait pleurer aussi quand même. Il n'y a pratiquement pas de parquet. Pour la plupart, c'est du dur. Depuis plusieurs années, je prends le cas de Douala. Depuis plusieurs années, tous nos regards sont tournés du côté de Bepanda. À un moment, les 4 murs étaient montés. Il y a une charpente qui s'était placée. Et boum, elle s'est effondrée. Ouais, le gymnase multisport de Bepanda qui est c'est comme ça que les espoirs de beaucoup de basketteurs ici au littoral s'étaient également effondrés. Entre-temps, les travaux ont repris, nous restons toujours en attente. Avec la CAN, l'organisation de la CAN, il nous a été fait comprendre qu'avec les stades, il y aurait eu des complexes sportifs tout autour. Oui. Nous regardons également du côté de Japoma. Nous sommes toujours en attente, mais pour l'instant, comme l'a dit Charles Douglas... Les stades seront prêts pour la CAN, mais pas les complexes. Bon, justement, c'est pour ça que je dis, pour l'instant, moi je m'adresse aux autorités du ministère qui sont toujours là. Il ne s'agit pas que du basket, il y a le volley, il y a le hand, tous les sports, tous les sports dits mineurs, la natation. Donc il faudrait qu'on pense à améliorer nos infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce que le Cameroun a en termes de talent, en termes de talent, de joueurs qui arrivent au très haut niveau, et on voit où est-ce qu'ils ont commencé, on doit réaliser que si le minimum était fait, on aurait pu avoir encore beaucoup plus de Pascal Siakam, beaucoup plus de Joel Embiid, beaucoup plus de Limba Moute, beaucoup plus de Kenneth Kadi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons que continuer d'espérer. Et sûrement le président Yves Tala, qui lui gère une ligue et qui fait face à ces situations-là au jour le jour, est mieux placé. Et également, il est du côté de Yaoundé, où toutes les décisions sont prises. Il est mieux placé pour répondre à cette question. Ouais, comment vous arrivez à programmer vos matchs dans votre ligue régionale du centre? Comment vous arrivez à jongler et à sauter d'un stade à un autre? C'est pour ça que je voulais dire pour Charles Douglas que malheureusement, vous ne pouvez pas faire des prévisions sur l'année là-dessus parce que les événements surgissent. Des fois, le ministère a les calendriers, mais après, les événements ne se tiennent pas aux dates prévues. Et après, dès que les dates sont modifiées, ça impacte sur les autres. Par exemple, même nous, au basket, les éliminatoires pour l'afro-basket féminin étaient initialement une date du 20 au 26. Après, on a dit non, le ministère, ça ne peut pas se tenir à ce moment. On a dû décaler, ce qui a créé un autre problème parce que pendant la même date, il y avait les Jeux universitaires et qu'il y avait des joueuses qui étaient concernées à la fois par les éliminatoires de l'afro-basket et les Jeux universitaires et que certaines universités devaient se trouver en difficulté. Heureusement d'ailleurs pour elles, la compétition était plus courte que prévu parce que le Gabon n'est pas arrivé. C'est un vrai casse-tête au quotidien de programmer. Là par exemple, samedi le Palais des Sports ne sera pas disponible alors que samedi nous avions une journée parce qu'il y a le volleyball qui va se dérouler de la salle d'échauffement et la grande salle et que l'esplanade sera occupée. Donc on avait programmé samedi, dimanche, on va devoir jouer dimanche et trouver un autre moyen de rattraper cette journée-là. Je dois dire quand même que
aujourd'hui au Palais des Sports, la gestion s'améliore parce qu'on arrive à tenir quand même globalement les calendriers avec le soutien du Palais des Sports qui comprend quand même que face aux intempéries, face à un certain nombre de choses, des aménagements sont possibles. Donc ils font quand même tout pour nous faciliter la tâche. Par exemple, contractuellement, nous n'avions pas le jeudi, mais aujourd'hui le jeudi était férié. On a profité pour rattraper une journée avec la collaboration du Palais des Sports. Mais comme on a dit, comme Yves Lionel l'a dit, la solution définitive à ce problème, c'est d'envisager la construction des infrastructures. Alors le problème, qui doit le faire? Évidemment, ça commence par la tutelle, après ça commence par toutes les autres initiatives. Les collectivités territoriales décentralisées désormais vont avoir plus de marge pour l'animation de leur territoire, la fédération, toutes les autres bonnes volontés. Il faut réfléchir à des moyens pour pouvoir être autonome. Parce que ça va avoir une influence sur d'autres variables, telles que les variables marketing, etc. Parce que si vous programmez un match à 15 heures, il faut que vous soyez sûr qu'à 15 heures, vous pouvez jouer ce match pour engager des retransmissions de ce match sur Internet pour des gens en Asie qui peuvent souscrire pour des abonnements. Si vous ne pouvez pas tenir parce que vous lorgnez, si une pluie va arriver parce que vous êtes au niveau des terrains extérieurs, etc., forcément, il y a des limites. Donc, il va falloir faire ça pour évoluer parce que c'est des sports de salle, à la fois pour les aspects de compétition sur le terrain, mais aussi pour tous les aspects hors terrain qui peuvent avoir une influence sur le développement de notre discipline. Après une fois en salle, la coupure ne vous est pas... Moi, je pense sincèrement que le ministère ne nous aide pas. Moi, je veux dire ça de façon que le ministère des Sports... Le ministère des Sports ne nous aide pas parce que... C'est ce que le président de la Ligue régionale du centre refusait de dire. Au ministère des Sports, il y a les spécialistes en toutes les disciplines. Il y a le calendrier de toutes les disciplines. Il n'y a aucun événement nouveau à chaque année. L'année prochaine, ça va être les mêmes choses. Ce sont les mêmes événements. Le ministère et la tutelle a le droit de demander en début d'année des calendriers. Ils le font. Pour harmoniser ces calendriers-là. Oui. Le ministère le fait, mais pourquoi on se retrouve toujours en train de décaler les finales? Lorsqu'on décale les finales, ça joue sur nous les entraîneurs parce qu'on a une planification. On se jette souvent à préparer une finale sans avoir de date. Ça s'est déjà fait. Ça complique le travail des entraîneurs. On prépare une équipe comment? Pour jouer à une date indéfinie. Que le ministère nous aide dans ce sens-là. Et ce n'est pas seulement pour ça. Et le ministère des normes ne veille pas sur le respect des statuts. La Fédération de Cameroun, depuis 2003, n'a jamais convoqué l'Assemblée générale. Le ministère a fermé ses yeux. La Ligue du littoral n'existe pas. Le ministère a fermé ses yeux. On joue comment au littoral? Il y a une délégation qui doit suivre ça. La délégation doit avoir un rapport d'activité, doit envoyer les gens sur le terrain pour se rassurer qu'effectivement ça se joue. Ça fait, je ne sais pas, 6 ans que le ministère aide les fédérations à être des imposteurs. Parce que lorsque on dit que le bureau fédéral doit faire 4 ans et qu'on est en train depuis 3 ans... Depuis on attend les... Oui, et on est en train de repousser chaque fois. Ça pousse à... Pourquoi pas? C'est l'une des raisons pour lesquelles l'acte a été posé sur le terrain. Un appel à lancer en direction du nouveau ministre des Sports, Combi, qui doit prendre ses responsabilités. Mais on rappelle que la CAN, il n'y a pas que les footeux qui espèrent pour cette CAN avec les stades. Il y a également d'autres disciplines qui vont bénéficier des retombées de ces infrastructures, puisque en 2021, tout devrait être OK. À Douala, à Yaoundé, je crois également à Garoua aussi, où des autres disciplines vont bénéficier des infrastructures sportives. Juste une parenthèse, Marc. Oui. Quand je disais tout à l'heure que le basket est ce sport qui a une immense matière grise, mais qui ne l'exploite pas. Je vais prendre le cas, par exemple, de Kim Bainonim, organisé par M. Yves Lionel Ngono. La dernière édition, on avait carrément un parquet. Il a les moyens de faire un parquet. Alors, à quel moment... On ne fait pas la fédération. On ne fait pas la fédération. La basket. D'accord, je suis d'accord. À quel moment la fédération pense qu'elle peut aider une initiative privée à jouer dans des conditions qui se rapprochent de ce qu'il faut et qu'elle-même, sa propre compétition, elle ne puisse pas
se payer le luxe aussi de faire pareil. Il y a quand même une explication. Donc, je veux bien croire que la fédération se bat et apporte son apport, son appui aux initiatives privées, mais davantage, elle gagnerait non seulement à s'appliquer pour une meilleure organisation de sa compétition. Mais je pense, pour répondre un peu à Charles Douglas, comme je l'ai dit précédemment, l'organisation des regroupements, cela incombe des ligues régionales. Donc le regroupement à Douala incombe de la ligue régionale. De concert avec la fédération. Donc si déjà la ligue régionale du littoral a du mal à faire jouer ses propres matchs ici à De La Salle et les délocalise plutôt du côté de Mojas de Benamou-Sadi, vous conviendrez avec moi que pour déplacer un parquet du Palais des Sports de Yaoundé pour Douala pour un week-end et le retourner sur Yaoundé, ce ne sera pas aussi évident. C'est très très compliqué. On achève donc notre débat sur la question de la problématique du championnat local de basketball au Cameroun, en rappelant que Condor de Yaoundé est champion du Cameroun, suivi de FAP de Yaoundé qui vont représenter le Cameroun, je crois, aux éliminatoires à zone 4 pour le Cameroun. Et la Coupe du Cameroun, la finale est prévue au début du mois de juin, selon les informations. Samedi 8 juin. Voilà, samedi 8 juin, merci pour la précision, président Yves Tsala. École de basket face à Condor. Si le palais des sports n'est pas occupé. Non, là il est disponible. C'est une confirmation, si ça change, on va revenir sur ce plateau. Merci pour ces informations sur ce premier thème. On marque une courte pause et puis on revient parler cette fois de la problématique dans l'équipe nationale du Cameroun avec ses ambassadeurs qui évoluent en NBA et qui flambent ces derniers jours. A tout de suite. Pour ceux qui nous suivent à l'instant, vous suivez Questions de sport depuis 21h38 en direct sur Canal 2. Il nous reste encore 25 minutes avec vous pour aborder ce deuxième thème. Vous le savez, dans quelques minutes seulement, Pascal Siakam et les Toronto Raptors vont entrer en lice pour le premier match de finale NBA face à Golden State Warriors, l'équipe d'un certain Stephen Curry, justement, face à Pascal Siakam, premier Camerounais à disputer une finale NBA. Ce sera donc dans quelques heures. Ceux qui ont des chaînes cryptées pourront donc regarder ce match tard dans la nuit, je crois autour de 1h ou 2h du matin, voilà, pour être précis. Et justement, Pascal Siakam s'est présenté devant la presse hier, c'est-à-dire à 24 heures avant cette finale, du côté de Toronto. Il a été interviewé par les journalistes de la ville de Toronto et surtout un journaliste africain qui traînait par là et qui a réussi à prendre cette réaction de Pascal Siakam. On écoute d'abord en version anglaise et dans la suite, il va donc reprendre en français sur le fait qu'il représente le Cameroun du côté de la NBA. Yeah, it's just another day, but it's just not another day, you know. It's the finals. It's an exciting time of the year. I think all the eyes, everyone is watching. I mean, it's an important moment, and for me, I'm excited, right? Like I'm just excited. My family is coming down tomorrow, you know, having some family time, hanging out, and you know, obviously getting ready for the game. But for the most part, it's just, you know, I think for me, I like to just, you know, hang out with my family and just chill until, you know, we have to play. Final question, second row on the left. Oui, Pascal, Patrick Bizindavi pour la radio Choc FM, une question en français. Quel effet ça te fait d'être la fierté d'un pays, le Cameroun, et peut-être tout un continent? Ouais. On a vu que même le ministre du Sport vous a envoyé une lettre. Quel est l'effet que ça te fait maintenant durant ces finales? Ça fait vraiment plaisir, en fait. Ça fait vraiment plaisir pour un enfant du Cameroun et aussi d'Afrique. D'être à ce niveau-ci, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je suis vraiment fier d'être Camerounais, fier d'être Africain et d'être ici et de représenter l'Afrique, de représenter le Cameroun. Et comme je l'ai dit, avoir le ministre des Sports au Cameroun m'envoyer une lettre et juste pour montrer qu'ils sont tous avec moi. Et je suis sûr que l'Afrique est avec nous et c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer ma joie et ma fierté d'être mon pays. Et j'espère que être ici peut envoyer un message à tous les Camerounais, à tous les Africains que c'est possible.
d'être ici et que si tu travailles dur et que tu fais tout ce que tu as à faire, tu as vraiment la possibilité d'être ici. Peut-être que tu ne seras pas en NBA, mais tu auras la possibilité d'avoir, de rêver et de faire des trucs que tu voulais vraiment accomplir dans ta vie. Donc, c'est vraiment très important et je suis vraiment content d'être le véhicule de ce message-là. Thank you, Pascal. Kyle Lowry's next. Troisième saison en NBA pour Pascal Siakam. Yves Ngounou, que pensez-vous de ce joueur, de son évolution du côté des États-Unis? C'est un peu comme ce que les Américains disent success story. Une histoire franchement très réussie. Il vit le rêve américain, il vit le rêve de plusieurs basketteurs africains, pas seulement camerounais. Et je crois l'une des raisons également pour laquelle nous sommes tous derrière lui, nous vibrons derrière lui, c'est connaissant son parcours, d'où il est venu, et également son humilité, tout ce qu'il a, le travail qu'il a accompli pour arriver à ce niveau. Et aujourd'hui, il est la deuxième option offensive et il est membre du Big Three d'une équipe en finale NBA. Franchement, c'est un très grand accomplissement. Nous ne pouvons qu'être très contents pour lui et nous allons continuer de le porter haut. De la même manière que nous avons porté Joel Embiid haut quand il a été nominé au All-Star Game à 2 reprises, 2 saisons d'affilée. Et de la même manière que nous allons continuer d'essayer de porter haut tous ces jeunes Camerounais qui aspirent à faire voler très haut le drapeau vert rouge. Allez, on prend donc le deuxième thème en restant sur ces images. Pourquoi a-t-on du mal à avoir ces représentants camerounais en NBA dans notre équipe nationale du Cameroun? La question a été posée par le passé, je vous suivais souvent dans les débats, Itchala, Lionel Ngounou et autres, sur pourquoi ces joueurs, Luc Bahamouté, ça va commencer avec lui, puisque c'est le plus ancien, lui qui évolue aujourd'hui, je crois, aux Clippers, si je ne me trompe pas, était arrivé en sélection nationale du Cameroun, mais après, il n'y avait plus de joueurs de ce statut, alors que Siakam, Embiid, monte, Kenneth Kadi aussi. Je pose la question à Itchala, d'entrée de jeu. Pourquoi la sélection camerounaise n'arrive pas à avoir ces joueurs en son sein? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche la Fédération camerounaise de football d'avoir ces plénipotentiaires camerounais dans cette équipe? Bon, il y a beaucoup de raisons, certainement. Après moi, les autres vont compléter. Mais la première raison, si on se fie aux fenêtres des éliminatoires, déjà, il n'était pas possible à ces joueurs de participer à toutes les fenêtres parce que certaines fenêtres se sont déroulées pendant la saison NBA parce que la NBA et la FIBA n'ont pas encore un accord à ce niveau et que pendant que la saison NBA se déroule, il n'est pas possible d'avoir les joueurs NBA et ça vaut pour tout le monde, partout dans le monde. Maintenant, c'est lorsque il n'y a pas la NBA, comment est-ce que ça va se passer? Comment les autres font pour avoir leur joie? Et c'est à ce niveau qu'il faut pouvoir mener la réflexion et peut-être aller joueur par joueur pour essayer de trouver une explication. Concernant par exemple Joel Embiid, c'est difficile encore connaissant son historique de blessure. En quelque sorte, son club a investi beaucoup pour qu'il puisse être en santé et je crois que son club observe encore qu'il puisse effectuer une saison complète sans blessure aux mêmes endroits pour pouvoir un peu se rassurer parce que le problème c'est que en basketball, on n'est pas encore au niveau du football où la FIFA a cette puissance par rapport aux autres fédérations pour imposer de libérer les joueurs pour ces compétitions-là. Au niveau du basket, la NBA, c'est une ligue fermée, privée, et qui est extrêmement puissante parce que les joueurs sont sous contrat avec les équipes et il n'y a pas une forte obligation que ces joueurs se rendent. Donc, pour que ces joueurs puissent venir, il faut d'abord que ces joueurs aient une très forte personnalité, une très forte envie de venir. Ensuite, ça doit se manager forcément avec les clubs, avec l'entourage. Et donc, c'est tout ce management-là qu'il faut pouvoir gérer parce qu'il faut qu'on soit clair. Tant que les Sixers ne vont pas être rassurés par rapport à la présence, la participation de leurs joueurs sous une certaine norme, il y aura des difficultés. Parce que c'est en fait ça, là où tout se joue. C'est comment est-ce que ça va se passer? Qui gère?
quel est le staff médical là-bas, quel est le staff qui fait la préparation physique. C'est une protection de leur investissement, en quelque sorte. Ils doivent être rassurés par rapport à tous ces éléments-là pour que, normalement, je pense que ça puisse se faire. Charles Douglas, en foot, la FIFA avait réussi à régler ce problème. Les clubs se plaignaient lorsque leurs joueurs venaient en sélection, ils se blessaient. C'est les clubs qui prenaient en charge les joueurs, alors que c'est en sélection qu'ils étaient blessés. Aujourd'hui, le problème a été réglé par la FIFA. Ça a pris du temps. Ils ont l'obligation de libérer les joueurs. Ces joueurs également sont sous contrat avec ces clubs. Mais pourquoi au basketball, ça ne se passe pas de la même manière? Pourquoi est-ce que la FIBA n'arrive pas ne réussit pas à dealer avec la NBA, qui est une ligue fermée, comme le président Salah le dit, pour essayer de trouver le juste milieu? Parce qu'on a l'impression qu'en dehors de la Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, que ces joueurs ne peuvent pas disputer d'autres rencontres, comme l'Afro-Basket. Alors, sans être membre de la FIBA, je vais quand même faire un essai de réponse. Aujourd'hui, la FIBA a essayé quand même de résoudre un premier problème, celui qui était sur les assurances. Donc, je pense que c'est pas à pas que les choses vont s'améliorer. Maintenant, la FIBA n'a aucun intérêt à aller au clash avec la NBA parce que ces joueurs font de très grosses saisons. Et il y a beaucoup d'argent autour qui circule. Donc, dire qu'un joueur va venir en sélection sans avoir des garanties que si jamais ça ne se passe pas bien en sélection, il aura le minimum de suivi pour qu'il retourne à son club, comme le club l'a libéré, ça peut déranger un tout petit peu tout l'investissement que le club a consenti sur le joueur. Maintenant, ce que la FIBA peut faire, pour ma part, c'est d'aller en négociation pas à pas et surtout d'avoir des fenêtres qui ne correspondent pas forcément aux périodes décisives des matchs de NBA, de lors des playoffs de conférence ou alors lors de la finale de la grande NBA. Maintenant, pour ce qui est des autres, la responsabilité revient aux fédérations. Marc, il faut que les joueurs aient envie aussi de venir en sélection. On parle de Pascal Siakam, on parle de Joel Embiid, qui ont pour mentor Luc Richard Mbah-a-Moute. Comment son histoire s'est terminée avec la Team 237, avec la fédération, ça également, ça parle. Les joueurs se parlent entre eux. Un mentor et son filleul, ça se discute. C'est sur une relation de confiance. Donc, je me dis qu'au niveau de la fédération, il faut que la fédération élève aussi son niveau. Parce qu'actuellement, le basketball camerounais, avec ses représentants-là, c'est un tout autre niveau. Et si jamais les garçons acceptent de venir jouer en équipe du Cameroun, il faut qu'ils trouvent un minimum de professionnalisme au sein de Martial Ludom, vous pensez comme Charles que le premier bouclier, c'est au niveau des joueurs qui ont peur de prendre le risque de venir dans une fédération qui a une gestion assez amateur de son équipe nationale, c'est ça? Oui, il faut déjà faire l'effort de rendre un peu notre staff professionnel et garder le contact avec les équipes. Depuis que Pascal est à Toronto, Joel Embiid, il n'y a eu aucun contact. Il faut prendre le contact, il faut entrer en contact avec les différents managers, garder ce contact régulier, et entrer aussi en contact avec les joueurs pour essayer de discuter, essayer de les associer pour la chose Cameroun, comment développer notre basket, ce qu'il faut changer, il faut prendre leur avis, qu'est-ce qu'il faut améliorer par rapport à notre équipe nationale. C'est ça, je crois, ça va commencer déjà à leur flatter, se sentir intéressé. Parce que ça leur coûte bien, que ce soit Embiid, de venir avec même le staff négocier un stage à Philadelphie. Ça leur coûte bien de tout ça. Je pense que c'est juste une volonté, c'est essayer de regrouper ceux qui ont un certain vécu. Il est Yves et autres qui ont le vécu à ce niveau-là. Faire une délégation même déjà pour aller sur place, féliciter Pascal, demander l'audience. C'est vrai que ça ne va pas être facile, mais on ne peut rien essayer. Sauf si je me trompe, le Cameroun n'a jamais remporté l'Afro-Basket. Non, pas encore. Jamais l'Afro-Basket. Vice-champion. Vice-champion du temps de Mbah-a-Moute, on a tutoyé. Voilà, on a tutoyé un peu le trophée continental. Mais on voit cette nouvelle génération de joueurs et on se dit au fil des matchs de NBA que on est en train de perdre beaucoup de choses. Le Cameroun peut avoir une très très bonne équipe
avec ces joueurs, Kenneth Kadi, Siakam, Embiid, le vétéran Luc Mbah a Moute et d'autres joueurs qui évoluent sur le plan local aussi, ceux qui évoluent en France, comme Jérémy Nzeli et autres. Est-ce que ce n'est pas un vrai gâchis quand on regarde tout ça? Ben, on est tous unanimes. Je pense que même les journalistes internationaux sur des plateaux chevronnés l'ont reconnu, que le Cameroun, s'il arrivait à assembler toutes ces stars, aurait la meilleure sélection d'Afrique. Vous les avez cités en Europe, aux États-Unis, en Asie. On aurait la meilleure sélection d'Afrique. Tout à l'heure, vous avez parlé de 2007, la médaille d'argent à l'Afro-Basket à Luanda, en Angola. Il faut préciser que lors de cette compétition, nous n'avions aucun joueur de la NBA. Luc également, il était encore en train de partir en NBA. Donc il sortait de UCLA. Il était en transition. Il était en transition. Et nous sommes arrivés, je crois l'équipe est arrivée pratiquement à la veille de la compétition. Et on a eu le résultat que nous avons. Certains joueurs pendant le premier match. Pendant le premier match. Le coach également a pris connaissance des joueurs contre l'Afrique du Sud. La veille incroyable. Et nous sommes arrivés en finale. En fait, c'est pour vous montrer un peu le talent dont dispose ce pays. Oui, parce que même en foot, on gagne souvent sans se peut pas aussi. Voilà. Mais également, le problème, c'est que maintenant, avec le bruit que nos ambassadeurs font, le bruit très positif que nos ambassadeurs font, les autres pays africains nous scrutent. Ils se préparent. Donc, du coup, on ne devrait plus faire de l'amateurisme quand on va dans ce genre de compétition. Vous avez également parlé, vous avez demandé pourquoi est-ce que les joueurs ne viennent pas ou alors ne sont pas toujours présents. Je pense que l'une des autres problématiques, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'équipe intermédiaire, qu'il n'y ait pas d'équipe junior. Parce qu'à partir d'une équipe junior, un joueur devrait déjà se sentir appartenir à la nation. Vous avez des nations, la France, les autres pays, quand on vous appelle en équipe junior, du coup, vous êtes déjà dans un fichier. Vous êtes déjà suivi. Ici, chez nous, c'est quand vous êtes senior, c'est quand vous faites des résultats dans votre championnat extérieur, qu'on vous suit, qu'on vous envoie la convocation. Et il y a certaines qui la prennent avec des pincettes, parce qu'ils se disent que quand j'étais là-bas, c'est-à-dire au pays, personne ne s'intéressait à moi. Quand j'ai voyagé, personne ne m'a même accompagné à l'aéroport. Maintenant que je commence déjà à faire des résultats, on me demande de montrer mon élan patriotique. Et quand vous avez des sélections, certains joueurs sont partis et sont revenus avec des expériences pas toujours positives. Comme l'a dit Martial, les joueurs communiquent entre eux. Ils s'appellent, ils se parlent. Si on m'appelle demain, ma première réaction sera d'appeler quelqu'un qui était là hier. C'était comment? Si je lui dis c'était bon, ça pourra favoriser ma réponse. Mais si je lui dis c'est pas professionnel, forcément, je vais avoir des réticences. Donc il y a un peu de tout cela. Ça nous permet de revenir sur le cas Mbah a Moute, la gestion de Mbah a Moute, qui lui avait montré son envie de venir et qui avait consenti, qui avait même financièrement, sauf si je me trompe, contribué à s'assurer vis-à-vis des obligations avec son club. Mais il y a eu quand même une légère brouille. Est-ce que ce n'est pas le cas Mbah a Moute aujourd'hui qui pullule un peu l'air, qui freine un peu les élans patriotiques de ces nouveaux talents camerounais, Charles? Juste pour me lancer, avant que le président Charles ne se prononce, voilà pourquoi tout à l'heure je disais, si on fait les états généraux, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Quand on parle d'états généraux, il faut également appeler tous ces frustrés. On a vu dans d'autres domaines, on a fait des états généraux, rien n'a changé. Non, après le basket, je pense qu'il y a suffisamment de matière grise. Au basket, je dis, c'est des hommes totalement différents qu'on rencontre dans les autres sports. Je sais de quoi je parle. Si on rappelle, Mbah a Moute, c'est juste un exemple. Il y a les Jérémy Nzeli qui sont aussi en colère. Ils sont nombreux. Il y a Esseng qui a remis son brassard, le capitaine, qui était dans tous ses états avec cette équipe nationale. Donc, je pense à ces gens-là aussi. Quand je dis qu'il faut faire les états généraux, il faut qu'on fasse asseoir tout le monde. S'il y a une partie qui doit faire amende honorable, qui doit se plier, qui doit mettre de l'eau dans son vin, il faut qu'elle fasse pour le bien de la cause commune, pour le bien de la discipline, pour le bien du basketball camerounais, parce que je pense, je peux me tromper, que tout ce beau monde-là aime le basketball. Et vous ne vous sentirez pas à l'aise ailleurs que chez vous, quand vous défendez les couleurs de votre pays. Même si vous changez de nationalité, ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas la même... Il y a ce petit truc-là. Maintenant, si on fait asseoir tous ces gars-là et que la fédération fait franc jeu, le réflexe que le joueur qu'on appelle
A, c'est quand il appelle les autres, on dit, bon, ok, vraiment, la fédération nous a donné des garanties, tu peux partir. Parce que forcément, ils sont jeunes, ils vont toujours appeler les aînés pour savoir comment ça se passe. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'aucun aîné ne peut parler positivement de cette équipe-là. Marseille Udom, on a échoué à ça, de disputer la Coupe du Monde de basketball masculin. On a été dévancé dans ce tournoi qualificatif où la Côte d'Ivoire est passée devant nous dans un match. On ne va pas revenir sur les contours de cette rencontre-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si on avait réussi peut-être à faire revenir de la paix dans cette équipe, à associer une ou deux stars, on aurait pu quand même se qualifier pour cette compétition à venir? Bon, là, il faut dire déjà que on joue ces éliminatoires-là, je crois qu'avec 3 staffs, si je ne me trompe pas. Et je vais revenir au débat. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller commencer à fonder la base d'une équipe en regardant à l'extérieur. La base doit se faire en interne. C'est pour ça que j'ai parlé Non, c'est pour ça que j'ai dit, je partage ton avis. Parce que l'équipe qui est vice-champion d'Afrique part de la base d'une équipe qui est vice-champion d'Afrique junior. Et on perd vraiment de justesse parce que les gars manquaient de compétition. C'était leur première compétition. Et c'est ce groupe-là qui on greffe quelques professionnels. C'est ce groupe-là qui peut être vice-champion d'Afrique. Et on avait le potentiel pour être champion. Sauf que ça se joue en Angola, on sait tous. Nos jeunes nous ont raconté ce qui s'est passé là-bas. Ça a été vraiment compliqué. Oui, oui. Donc moi, ce que moi je dis, c'est que nous devons réfléchir sur comment structurer déjà notre championnat. Parce que les bonnes nouvelles vont partir de là. Ouais. C'est-à-dire que faire un championnat sérieux, bien organisé, compétitif, permettre, en fait, trouver les moyens, je ne sais pas comment on va faire, mais c'est ceux qui dirigent la Fédé qui doivent réfléchir comme ça, sur permettre donc à nos clubs déjà de sortir pour engager l'expérience. L'année passée, Condor n'a pas pu partir, Biag n'a pas pu partir. Je pense que là, le gros challenge, que ces amateurs-là commencent déjà dans la sous-région à côtoyer les autres. Est-ce que pour ça, pour entrer en scène africaine, on n'a pas besoin de soutien du ministère des Sports? Est-ce que sur ce domaine-là, le ministère des Sports n'a pas sa grande responsabilité également dans cette affaire? Parce qu'on a vu le ministre des Sports féliciter très rapidement des joueurs comme Joel Embiid. Moi, je vais me demander comment les voleurs font. Oui, bon, on va peut-être revenir sur la gestion de l'Afrique à venir. On a les mêmes problèmes, sauf que moi, je vais dire qu'on on a un bureau très dynamique de volleyeurs qui se battent pour que... Et je ne sais pas comment ils font. Mais par contre, de notre côté... Attention. C'est vrai qu'on reviendra avec notre émission sur le fonctionnement de la Fédération canadienne de volleyball pour voir pourquoi est-ce que ça marche. Je termine, permettez-moi en disant, il faut bâtir une génération avec les plus petits, voir cette génération-là passer de catégorie en catégorie, d'expérience en expérience, pour que demain on n'ait pas le hasard d'avoir un joueur Embiid, parce que moi je dis c'est le hasard, on n'a rien fait. Le hasard d'avoir Pascal Siakam, nous sommes tous contents. Moi je dis c'est le hasard parce que le Cameroun n'a rien fait pour que ces gars-là. C'était une initiative privée. On n'a mis aucune politique pour que ces gars-là arrivent à ce niveau-là. Non. Il y a une politique. Laquelle Yves Tala, quelle politique? On sait que c'était une initiative de barouter le Kamba on n'apprend pas à jouer en 3 jours aussi quand même. On n'apprend pas à jouer en 3 jours. Je crois que tous les techniciens ici sur le plateau peuvent dire il joue un championnat régulier qui est organisé. Il a d'ailleurs joué une finale de coupe régionale à l'intérieur du Palais des Sports avec Kosangwe. Avant d'aller, donc il y avait un centre de formation qui s'appelait Kosangwe, qui formait des jeunes joueurs. Et donc, ça existe encore, Kosangwe? Non, malheureusement, Kosangwe n'existe plus sous la forme de Kosangwe, mais existe sous une autre forme juridique. Hein. Mais on est tous d'accord pour dire qu'on doit améliorer notre
organisation, notre offre de formation, mieux structurer notre basket. Mais on ne peut pas dire qu'on part de zéro. Il y a des éléments qui se sont mis en, même si ce n'était pas une politique ordonnée, on va dire qu'il y a quand même une politique quelque part qui était là, avec des centres de formation, des références qui se mettaient. Même les Luc Bahamouté sortent pas de nulle part. Il a fait Onyx, il a été champion du Cameroun junior avec Onyx, avec une très belle équipe d'Onyx avant de partir avec plein de joueurs talentueux qui étaient bien formés et dans un championnat qui se jouait. Donc, on absolument fait Snoop ici et Embiid, Kosangwe. Donc, il y avait une forme d'organisation qui était là. Mais maintenant, il y a des manquements. Comme Yves Lionel l'a dit, moi je suis d'accord, le sentiment d'appartenance est renforcé lorsqu'on fait déjà les sélections inférieures, même si le cas de Youssoupha Fall au Sénégal va nous faire mentir un peu, mais il y a toujours des cas isolés, mais c'est vrai que c'est une base. Parce que quand moi j'ai suivi Boris Dio, par exemple, de France, il disait, moi j'ai demandé à tous mes clubs NBA que pendant les vacances, j'aille en équipe nationale. Et quand il allait en équipe nationale, il appelle ses autres amis avec lesquels il était en équipe nationale, U14, U16, déjà. Ils ont fait tous ces parcours. Il appelle Tony Parker, il appelle Batum, il appelle Pietrus, il dit, bon, pendant les vacances, on va en équipe nationale. Ils vont et ils ont déjà cette filiation-là depuis le plus bas et cette envie. Et je crois que ça participe quand même à mettre aussi cet élan dedans parce qu'on a joué avec. Revenons un peu sur... on a écouté Pascal Siakam tout à l'heure qui était heureux de voir que le Cameroun s'intéresse à lui, surtout le ministre des Sports qui, Narcisse Mwele-Kombi, très prompt sur les réseaux sociaux à tweeter et à féliciter les basketteurs, les sportifs camerounais. C'était le cas de Joel Embiid déjà, lorsqu'il était, je crois, au All-Star Game. C'est également le cas pour Pascal Siakam. Mais au-delà de ça, que fait le ministère des Sports pour essayer de contribuer au retour ou bien à l'intégration de ces joueurs en équipe nationale, même si tout doit partir de la base, n'en démet pas moins qu'il y a ces joueurs et que le Cameroun a besoin d'eux. Est-ce que le ministère des Sports doit parler au-delà de simples félicitations, Yves-Lionel Ngounou? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai interpellé le ministère quand on parlait des infrastructures. Et une fois de plus, je suis content que le ministre Narcisse Mwele-Kombi ait adressé cette lettre de félicitations. Lui au moins il réagit parce que par le passé... Justement parce que c'est je peux dire, une grande première dans notre sport. On ne l'avait pas eu par le passé. Déjà lors de l'annonce de la lettre de félicitations à Joel Embiid pour le All-Star Game, nous étions contents. Et j'avais dit sur un plateau que j'attends également la lettre du ministre pour Pascal Siakam quand il sera nominé joueur ayant la meilleure progression de la NBA, Most Improved Player. Parce que là, avec cette performance, il est très bien parti pour remporter ce trophée. Donc, comme je disais, c'est déjà une étape de franchie. Maintenant, il ne faudrait pas que le ministre ou alors le ministère s'arrête en si bon chemin. Il y a tout un chemin à parcourir. Comme l'avait dit le premier sportif camerounais, il n'y a pas de sport majeur, ni de sport mineur, ni de sport réservé. Donc maintenant, il est temps de nous le prouver afin que le Cameroun puisse le foot, c'est le sport majeur. Continue de voir son drapeau flotter haut. Alors, avec la réalisation, on va vous parler justement de Most Improved Player, la meilleure progression sur l'année en NBA pour Pascal Siakam qui vise ce titre. Justement, les supporters de Toronto Raptors lui ont rappelé, ils veulent que ce soit lui, et c'était au sorti de la qualification face à Milwaukee, qualification pour la finale. Regardez un peu la réaction des supporters de Toronto dans la ville, l'accueil réservé à ce basketteur camerounais en son. On regarde. MVP!
ville de Toronto est en ébullition sous le charme de son international camerounais Pascal Siakam. Bon, 0 sélection encore pour lui avec l'équipe nationale du Cameroun, mais Pascal Siakam, justement, une progression énorme. On va le voir en chiffres. C'est vrai qu'on va mettre ces quelques images de Pascal Siakam dans son duel avec Joel Embiid, où il a fait une real dance sur notre ami Joel Embiid. On rappelle que cette prestation cette année, Charles Douglas pourrait le confirmer, 18 matchs joués pendant ces playoffs pour l'instant, avant ces finales, 36 minutes de moyenne de temps de jeu, 18,7 points de moyenne par match inscrit par Pascal Siakam, 28,9% de réussite aux 3 points, tir à 3 points, donc 1,3 au niveau des blocs. Il est dans le top 40 des meilleurs bloqueurs de ce championnat NBA dans l'ensemble. Quand on regarde justement l'organigramme pour ces finales, Golden State face à Toronto Raptors, on rappelle que la finale c'est à 2h du Cameroun. On regarde la progression de Pascal Siakam. Et quand on regarde ces chiffres par rapport à ceux de l'année dernière, où Siakam en playoff n'avait disputé que 10 matchs pour une moyenne de 17,9 minutes de temps de jeu par match. Est-ce que ce type de MIP lui sied bien, Yves Salah? Oui, nous on le souhaite. C'est vrai que la concurrence est solide, hein, il faudra le dire, parce qu'ils sont 3 très beaux joueurs qui ont vraiment énormément progressé. De'Aaron Fox de Sacramento, et puis, comment on appelle le joueur de Brooklyn? D'Angelo Russell. Donc, c'est 3 bons joueurs qui ont vraiment marqué la saison. Et c'est vrai que c'est déterminé à la saison régulière. Mais la saison régulière est aussi importante parce que Pascal est le seul des 3 à être allé en play-off déjà. Les 2 autres ont été éliminés avant les play-offs. Donc ça, c'est important d'avoir un joueur qui contribue à ce que son équipe arrive plus loin. Donc sur ce titre, je crois qu'il le mérite amplement et on espère qu'il aura sa progression extraordinaire. C'est vrai que sa confiance aussi a doublé. Il a bénéficié de la confiance du nouveau coach qui était le coach assistant, Nick Nurse, qui est devenu coach et qui a fait pleinement confiance à ce joueur. Et moi, j'ai été marqué quand on lui a donné le dernier ballon à un match pour qu'il le joue. Et ça, c'est la confiance suprême en NBA. Quand on fait un système pour vous donner le dernier ballon du match, ça veut dire que le coach, vraiment, il vous prend très, très au sérieux. Et ça, c'est extraordinaire d'être passé à ce stade-là. Et comme on l'a dit ici, d'être carrément la 2e option offensive derrière Kawhi Leonard de l'équipe de Toronto. Ça, c'est le match 5 où on lui... Parce qu'il gagne la série au match 6. Non, c'était encore un championnat avant les playoffs. Et ils ont gagné ce match parce qu'il a marqué cette dernière attaque. Siakam est en course pour être l'un des meilleurs défenseurs quand même de la NBA. Non, MIP, il n'est pas nominé dans les défenseurs. C'est par contre Embiid. Embiid est au deuxième, qui est en seconde position derrière. Deuxième 5. Voilà, deuxième position derrière, je crois un Français, c'est Gudal. Mais je voudrais un peu compléter. Tout à l'heure, le président Yves Salah a parlé de la progression que les autres, De'Aaron Fox et puis D'Angelo Russell ont eu de très bonnes saisons. Ça, c'est clair. Mais il faudrait préciser que de tous les 3, Pascal est le seul qui a été drafté le plus bas. Il était drafté en 27e position. Donc, il était, je peux dire, 3 positions hors du premier tour. Parce que le premier tour est constitué de 30 positions. Donc, il était 27e choix sur 30, sur les 30 premiers. Donc, il y a ça. Et quand vous regardez peut-être les statistiques de la saison dernière, 2017-2018, sur 81 matchs, Pascal a débuté 5 matchs seulement. Et il avait une moyenne de 7,3 points par match pour 20,7 minutes de jeu. Quand vous regardez 2018-2019, sur 80 matchs, il a commencé 79. Donc ça veut dire qu'il n'en manquait qu'un seul. Pour 32 minutes de jeu et pour 17 points de moyenne. Donc il y a une progression de plus de 10 points par match. En rebond, il est passé de 4,7 rebonds à 7 rebonds, 4,5 rebonds à 7 rebonds par match de moyenne. Donc il y a eu des progressions à tous les niveaux. Quand maintenant on compare ces progressions avec les progressions des autres, et on compare également la performance de l'équipe, les Toronto Raptors, qui en NBA était 2e sur 30 en termes de classement.
mieux classé que les Brooklyn Nets, mieux classé également que les Kings de Sacramento, on constate qu'il a également contribué à ce que cette équipe soit amenée au haut du tableau. Donc pour moi, je veux mettre le chauvinisme de côté. Pascal mérite ce titre de MIP. Ce qui est encore plus marquant cette saison en NBA avec Pascal Siakam, c'est que partant de la saison dernière, et quand on voit, mais on se dit, il a travaillé avec qui? Il a bien pu faire quel travail? Parce que dans le Money Time, c'est vraiment là où on voit le joueur, on voit vraiment, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il est franchise player. Là, il y a Kawhi qui est là pour ça. Quand on regarde la prise de responsabilité de Pascal Siakam, elle est énorme, inimaginable même en début de saison. On arrive dans des playoffs, à des matchs où il faut prendre le tir pour gagner le match. On fait une sortie de balle, on fait un écran, le ballon arrive sur Pascal Siakam. Donc il a pris il est vraiment rentré dans une autre dimension. Et ce qui est encore plus, pas flatteur, mais ce qui est encore beau dans sa progression, c'est qu'il ne fuit pas ses responsabilités. Et le garçon a une confiance, j'ai envie de dire, inébranlable. À chaque fois que le leader de l'équipe est en difficulté, derrière il y a Pascal Siakam qui répond présent. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, parce que c'est une progression, le plus difficile sera la confirmation. Il faudrait qu'il monte encore un peu plus en puissance, qu'il soit plus précis, parce qu'il y a quand même des matchs où il nous a failli avoir des AVC. Surtout le match 5, contre les Bucks. Et quand on regarde quand même sur la présence des basketteurs camerounais en NBA, vous placez, quand on regarde les chiffres, il est légèrement devant Joel Embiid, qui sur la saison régulière n'a disputé que 64 matchs. Et c'est vrai que parfois il a des petits popos, petits pépins physiques. Je pense que c'est beaucoup plus lié à ses problèmes physiques. C'était même inespéré, 64 matchs, Ouais. Mais je crois qu'il faut quand même aussi, et sur les performances individuelles, Joël c'est quand même très fort aussi parce qu'il est quand même historiquement, et ça il faut le faire, dans le deuxième 5 entrant de la NBA. Et la différence d'ailleurs entre les deux pivots n'est pas grande parce que Jokic est à 411 voix, lui il a 375. Donc il aurait pu être dans le premier 5 de la NBA. Ça veut dire qu'actuellement il est reconnu aux États-Unis comme un des tout meilleurs pivots comme on dit au de foot, toute il est la dans ligue. l'équipe B. Voilà, et l'équipe B à qui? À côté, Kawhi Leonard, Durant, Kyrie Irving, ce n'est que du top, Damian Lillard. Donc être au milieu de ces joueurs-là quand même, ça veut dire que vous êtes à un certain niveau. Statistiquement parlant, Joel Embiid est ce qu'on appelle le franchise player de son équipe. Comme le Kawhi Leonard ou le Stephen Curry chez les Warriors. Et pendant la saison, Joel Embiid a pratiquement pour la plupart du temps, été parmi les 5 meilleurs marqueurs et les 5 meilleurs rebondeurs de toute la NBA. Des fois contraire même aussi. Et également parmi les contreurs, donc ce sont de très gros accomplissements. On arrive peu à peu au terme de ce programme, mais il y a, c'est vrai que la question est toujours en suspens. Comment faire donc pour que ces joueurs viennent en sélection nationale? On a été un tout petit peu édifié sur le blocus et les barrières qui empêchent ces joueurs de rejoindre la sélection nationale. Et ça, c'est le concert avec la FIBA que ça se fait. Et dans d'autres pays, comme au Nigeria et autres, on essaye de faire avec des joueurs. Absolument. Serge Ibaka qui bagarre beaucoup. Je crois que ces joueurs également doivent essayer de faire comme eux, en donnant des garanties à leur franchise. C'est Ibaka qui a payé les frais de l'évolution, de la progression Oui, lui là, c'est Gorgui et Amine surtout qui arrivent à jouer Nigeria-Sénégal. C'est Ibaka justement qui est dans cette Toronto Raptors qui va donc disputer cette finale. Dans quelques heures, on termine sur ce projet de la NBA Africa. Oui. Donc, je crois la nomination d'un Sénégalais à la tête. Oui, c'est le directeur pour l'Afrique, un directeur adjoint de NBA, responsable de NBA Afrique, qui va donc devoir... Ça sera quoi l'impact en Afrique et surtout au Cameroun d'avoir une direction NBA en Afrique? C'est quoi le projet en fait? Si moi je peux commencer avant peut-être que Lionel reprenne. Oui, c'est hyper important pour moi et c'est bien que nous soyons finalement associés parce que nos clubs prendront part à la partie de la zone 4 qui devra qualifier pour là-bas. C'est important parce que je crois que ça doit être une vitrine de l'élite
justement un objectif pour nos joueurs locaux parce que je pense que notre basketball local a beaucoup de talent et que souvent c'est embêtant que ces joueurs-là ne puissent pas participer aux compétitions de haut niveau. On a vu BAK jouer contre National d'égal à égal en quart de finale au Caire pour perdre d'un point. Et on se dit que si on multiplie ces compétitions et même au niveau local, la possibilité d'accueillir au Palais des Sports un match, je ne sais pas moi, Fapou Condor contre Primero de Agosto, l'impact pour la promotion du sport ici, etc., de la discipline, ça va être important et je crois que vraiment on est dans cette phase-là et que ça va être... C'est quoi l'impact avec l'arrivée de la NBA en Afrique en termes de visibilité? C'est un impact très positif. Est-ce que les franchises pourront justement facilement logner les joueurs qui évoluent en Afrique? D'une manière ou d'une autre, oui. Je pense que la NBA est consciente du fait qu'en Afrique, il y a énormément de talents. Tous les marchés sont, je peux dire, déjà explorés, excepté le marché africain. Raison pour laquelle ils ont commencé à multiplier les initiatives. Ça a commencé depuis plus d'une dizaine d'années avec le Basketball Without Borders. Après, il y a eu Junior NBA. Et ensuite, il y a eu le NBA Africa Games qui a commencé à se jouer en Afrique du Sud et qui va se déplacer pour le Sénégal. Donc, vous comprenez qu'il y a des choses à faire. Et tout à l'heure, on a parlé du fait que la NBA était une ligue privée très fermée. Il y a une certaine ouverture qui se crée déjà. Et nous ne pouvons qu'encourager cela. C'est vrai que la première saison de la Basketball Africa League, le Cameroun ne sera pas effectivement partie prenante dans les 12 équipes, les 12 pays, les 12 équipes nominées. Mais cela nous poussera à travailler et à faire un peu mieux pour les années à venir. D'accord. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de sport. On espère qu'on a apporté des réponses à ces questions. Ça a été assez édifiant, même pour moi, de parler de la balle orange aujourd'hui, ces questions de sport. Donc, toutes les disciplines ont de place sur ce plateau. Merci à vous, Martial Yudo, manager de Flux Académie de Douala. Et on espère que les choses vont s'améliorer et qu'il y aura du changement du côté de cette discipline du basketball. Merci à vous d'être passé par ici. Merci à vous à Canal 2 de nous avoir permis de parler de basket aujourd'hui. On espère que très prochainement, vous allez nous appeler pour notre émission. Qu'on peut réduire le temps de football pour qu'on parle de basketball. Tant qu'il y aura l'actualité dans votre discipline, il y en a. Merci Charles. Merci Marc. Vous êtes à Radio Balafon et vous avez fêté un an de plus hier. Oh oui, et merci à tous ceux qui ont pensé à moi ce jour. Mais merci surtout à la direction des programmes de Canal 2 pour faire une fleur à ces sports parce qu'on en a besoin. Vous n'imaginez pas l'impact qu'un programme comme celui-ci peut avoir dans le mental, dans le boostage du mental d'un sportif de haut niveau comme Pascal Siakam qui va jouer tout à l'heure. Imaginez un temps soit peu que ne serait-ce que des images ou alors des petits enregistrements de 30 secondes lui sont parvenus sur tout le bien qu'on pense de lui ici. C'est bien pour nos sportifs. D'accord, merci à vous Yves Tala et bon retour sur Yaoundé. Merci. Merci Yves Ngounou. Plaisir de vous retrouver la prochaine fois dans Questions de sport. Stop F1, on se retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 21h30. À bientôt.